Et d'ailleurs, je remercie les 4 marraines qui ont rejoint le comité pour dynamiser ce club. Donc, Marie-Pierre Fivet qui est là, Alexandra Vanneul, Katia Delphine-Diaz et Julie Bolleters. Marie-Pierre, beaucoup. Et donc voilà, on va essayer de dynamiser au maximum ce club. Et donc pour moi, c'est vrai que c'était un petit peu particulier de présider aujourd'hui. Et pour ce faire, je voulais aborder 2 thèmes importants en tant qu'indépendante. Voilà, les sociétés qui sont en difficulté aujourd'hui, comment on vient en aide à ces sociétés-là, quelles sont les actions et les outils mis en œuvre par le gouvernement et notamment ici par la région de Bruxelles-Capitale. Mais aussi un autre thème qui me touche plus particulièrement puisque depuis peu, voilà, je suis élue présidente des femmes chefs d'entreprise aussi. Et donc, pour moi, la diversité est un thème important. Et la diversité n'est pas qu'une question de genre. Donc, ce n'est pas l'inclusion de la femme. Ça va bien plus au-delà de la parité homme-femme ou de l'inclusion des genres de manière égale. C'est vraiment un thème très important pour moi, la diversité, puisqu'on prouve qu'une équipe multidisciplinaire est beaucoup plus performante et a un impact de manière plus positive. Donc, le résultat de l'entreprise. Donc, la diversité est un thème très, très vague et me touche particulièrement parce que, voilà, je suis dans l'entrepreneuriat féminin. Je suis active depuis quelques années avec mon associée Katia Delphine-Diaz aussi, qui, elle, s'est lancée avant moi il y a déjà 11 ans. Donc, c'est 2 thèmes qui vraiment sont importants par rapport justement à cette crise que l'on connaît aujourd'hui et que beaucoup d'indépendants souffrent aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous espérons avec Ecofin de créer des synergies, des ponts entre l'association et notamment Ecofin. Mais je pense qu'on vous réservera quelques surprises cette année-ci. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être, je ne sais pas si Madame Tract est arrivée entre-temps. Je vois que sa collaboratrice est là. Marie, est-ce que Madame Tract est arrivée? Ah, voilà. Bonjour, Madame Tract. Excusez-moi. Bonjour. On s'attendait avec impatience. Voilà. Okay. C'est un petit malentendu, c'est vraiment complètement ma faute. Je pensais que c'était à 12h30 et puis après j'ai dû télécharger l'application et donc voilà. Ah, voilà. Pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, soyez bienvenue. Merci. Voilà. Bienvenue chez Ecofin Women Club. Alors, je vais vous présenter rapidement, comme cela, on ne perd pas trop de temps. Vous avez donc fait vos études notamment à l'Université de Saint-Louis, en droit, à l'ULB, licence en droit. Vous avez également fait l'Erasmus à l'Université libre de Berlin. Ensuite, vous avez fait donc une année supplémentaire de droit international à l'ULB et une année en droit international, sinon au niveau également des discriminations en 2008. Vous avez également été juriste à l'Agence fédérale notamment pour l'accueil des demandeurs d'asile. Vous avez été également avocate au barreau de Bruxelles. Et ensuite, vous avez passé donc vos années jusqu'à aujourd'hui, donc chez Ecolo, notamment au conseil communal à Schaerbeek, député de la région Bruxelles-Capitale, Fédération Wallonie-Bruxelles pendant plus de 5 ans. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes donc secrétaire d'État à la région Bruxelles-Capitale, chargé de la transition économique et de la recherche scientifique. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole et céder la parole bien volontiers à ma grande amie Béatrice Delphine-Diaz, qui est notre présidente d'Ecofin Women Club, qui donc va vous présenter et animer ce débat avec vous. Alors, je te cède bien volontiers la parole, Béatrice. Merci beaucoup Didier pour cette brève introduction. Donc, longue quand même par rapport à tous les titres de Madame Tract. Effectivement, je l'expliquais avant votre arrivée, Madame Tract, c'est une visioconférence un peu particulière parce que j'ai voulu donc aborder 2 thèmes qui pour moi sont très importants. Donc, les sociétés qui sont en difficulté, beaucoup d'entrepreneurs souffrent de cette crise. Je suis moi-même entrepreneuse et donc effectivement, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et donc, voilà, le but était de mettre en exergue quels étaient les outils, les mesures qui sont mises en place par la région Bruxelles-Capitale d'une part, et d'autre part, le point qui me semble aussi important, c'est l'entrepreneuriat féminin. Voilà, on parle beaucoup de diversité. Quelle est la place de la femme dans notre société? Est-ce qu'elle est assez représentée dans des fonctions de top management, etc. Donc, ce sont 2 thèmes qui me touchent particulièrement et je trouve que vous étiez la personne la mieux appropriée pour en parler aujourd'hui. Donc, voilà, raison pour laquelle nous vous avons invité et nous vous remercions en tout cas d'avoir dégagé du temps dans votre agenda. Voilà, et bien la première question
qui me vient à l'esprit, c'est quelles sont les aides justement mises en place par Bruxelles Capitale et plus récemment l'Invest Brussels qui a été lancé il y a quelques semaines. Bon, voilà, à vous la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir pris la peine aussi de me présenter. Comme ça, c'est quelque chose que je ne dois plus faire. Je voudrais peut-être ajouter quand même que je suis un petit peu en fait nouvelle dans ces matières d'économie et de recherche scientifique, et je le dis en particulier à cette occasion aussi, parce que ce sont des secteurs qui effectivement sont encore majoritairement masculins. Il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs et de plus en plus de femmes dans les domaines scientifiques, mais bon, malgré le fait que ce soit le cas, on est encore très loin de l'égalité. Et moi-même, c'était des matières qui n'étaient pas celles sur lesquelles j'ai travaillé auparavant, puisque tant comme avocate que par la suite comme députée, parce que j'ai été députée pendant 10 ans avant de devenir ministre, je m'occupais surtout de questions notamment d'enseignement. Donc voilà, je suis aussi nouvelle dans ce secteur-là, mais c'est un secteur qui est passionnant. Notre objectif au cabinet, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé, au cabinet, et l'objectif du gouvernement bruxellois dans son ensemble, c'est de mettre en place ce qu'on a appelé la transition économique. On a pris acte de l'importance d'agir pour le climat et de l'urgence d'agir pour le climat. Et donc, toutes les politiques du gouvernement bruxellois sont orientées vers la réponse aux défis climatiques. Et c'est le cas aussi des politiques économiques qui ont leur rôle à jouer, à côté, bien sûr, de l'isolation des bâtiments, ou de la mobilité qui ont un impact climatique direct, notre mode de consommation ou de production, les activités économiques sur le territoire de la région ou en dehors, de là où ce que nous consommons provient, ont un impact climatique. Et nous souhaitons réduire cet impact climatique. On est même convaincu que sont des occasions de réduire notre impact climatique, mais aussi des opportunités en termes de création d'activités, donc des véritables opportunités pour créer des entreprises et pour créer aussi de l'emploi de qualité et durable dans notre région, pour permettre aussi aux consommateurs d'avoir accès à des biens de qualité. Voilà ce que je voulais encore vous dire en introduction. Alors, quand on s'est lancé là-dedans et qu'on a rédigé l'accord de majorité, c'était en juillet 2019 et on n'imaginait pas qu'à peine quelques mois après, on allait se retrouver dans une crise sanitaire et économique et sociale sans précédent. Alors évidemment, on ne décide pas, on ne souhaite pas, personne ne souhaite se lancer en politique pour avoir à gérer des situations comme celle-là, mais on le fait parce que c'est normal, ça fait partie de la responsabilité collective qu'on décide d'endosser. Et donc à ce titre-là, effectivement, on a mis en place une série d'aides. On a mis en place, pour peut-être prendre les choses pas à l'envers, mais en partant de la situation des femmes, on a mis en place certains programmes spécifiques de rebond, d'accompagnement des femmes, notamment à l'automne, avec un programme spécifique. On soutient des réseaux d'entrepreneurs qui, elles aussi, peuvent mettre en place des accompagnements spécifiques. Mais toutes les aides économiques qu'on met en place, notre idée, la manière dont on met en place ces choses, ce n'est pas spécialement d'avoir des aides dédiées spécifiquement aux femmes, justement parce qu'on veut décloisonner, parce qu'on ne souhaiterait pas dire que cantonner les femmes à certains secteurs et à certains types d'outils. Ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers l'ensemble des outils économiques régionaux ou des outils de la recherche scientifique, on puisse inciter les femmes à se lancer dans tout type d'activité. Alors, quelles sont ces aides encore disponibles aujourd'hui? Il y a des accompagnements, peut-être pour commencer avec ça, des accompagnements pour les entreprises en difficulté ou celles qui sont susceptibles d'être en difficulté. On dit toujours qu'il ne faut pas attendre d'être dans des grandes difficultés pour faire appel à l'aide. Et donc, le centre pour entreprises en difficulté, vous trouverez facilement sur le site de BESI les informations, a été renforcé et propose des accompagnements et des soutiens individualisés, des coachings, adaptés au type de difficultés rencontrées et des réponses qui peuvent arriver dans les heures et les jours qui suivent votre premier coup de fil. Donc, il ne faut pas hésiter, même si
il ne faut pas attendre d'être dans des difficultés profondes pour faire appel à ce service. Il a été renforcé pour ça. Donc, ce qu'on veut, c'est éviter au maximum les faillites. Donc, le plus tôt, c'est le mieux. On a des aides sous forme de primes. Alors, à ce stade, les primes qui sont les primes qu'on octroie au niveau régional, que ce soit la région bruxelloise, la région flamande ou la région wallonne, elles complètent les aides fédérales. Le fédéral, il aide les entreprises en difficulté aujourd'hui, celles qui sont fermées ou celles qui ont des difficultés liées aux restrictions sanitaires, à faire face aux frais du travail, au coût du travail, par les droits passerelles ou bien le chômage temporaire. Et nous, on complète cela en donnant des compensations qui aident à faire face aux frais fixes. En ce moment, il y a une prime en cours pour les commerces dits, c'est un très mauvais terme, c'est celui-là qui a été qui est unanimement utilisé, donc c'est celui-là qu'on utilise aussi, des commerces dits non essentiels, donc ceux qui avaient dû fermer à la fin du mois d'octobre. Une grande partie d'entre eux ont rouvert en décembre et une autre partie dans les métiers de contact viennent de rouvrir. Et puis, on a une prime très importante qui va arriver, qu'on a appelée la prime Tetra, qui, elle, va concerner l'ORECA, donc les restaurants et les cafés et leurs fournisseurs, les hébergements touristiques, donc les hôtels, le monde de la nuit, les discothèques, et alors le sport, et puis le secteur de la culture, de l'événementiel ou du tourisme, qui sont des secteurs qui sont encore aujourd'hui en grosse difficulté et qui risquent de l'être encore pour longtemps, avec des montants de primes plus élevés que ce qu'on a fait par le passé et qui sont plus adaptés à la situation des entreprises, de chaque entreprise. Donc, ils vont dépendre des frais fixes et on calcule ces montants en fonction du nombre d'équivalents temps plein engagés par l'entreprise et des pertes de chiffre d'affaires où on va comparer le dernier trimestre de 2020 au dernier trimestre de 2019. Ça, c'est pour les primes. À côté de ça, on a une série de prêts. On a une palette de prêts extrêmement large. On peut en reparler tout à l'heure si vous souhaitez, mais ça va des aides pour faire face aux loyers commerciaux jusqu'à des prêts subordonnés pour des beaucoup plus grandes entreprises, enfin des entreprises à partir de 10 équivalents temps plein ou des garanties bancaires. Et puis, pour en venir à Finance Brussels, c'est bien au cours de la crise, nous avons décidé de recapitaliser Finance Brussels. Ça fait longtemps que notre l'invest bruxelloise devait être financée pour lui permettre d'augmenter sa capacité à prendre des participations ou à octroyer des prêts à des entreprises bruxelloises, donc à dynamiser le paysage économique bruxellois via le financement. Et ça va lui permettre de passer d'en moyenne 8 millions par an d'investissement à 35 à 40 millions par an. Voilà peut-être, j'ai déjà été très longue, en résumé, les réponses à vos deux questions. Merci beaucoup, Madame Treft. Tout à fait. C'est vrai que ce matin, j'ai suivi un webinaire sur les responsabilités des administrateurs, justement par rapport à ce qu'on doit faire ou on ne doit pas faire. La PRJ est un thème justement qui est mis en lumière pour l'instant pour voir si on peut prolonger en tout cas les sursis ou le délai de la PRJ pour venir en aide donc aux sociétés en difficulté. C'est vrai que de la part de l'entrepreneur, en tout cas d'administrateur ou administratrice, c'est très compliqué de savoir jusqu'où elle peut aller en termes de demande, enfin en termes d'activité, et voir quelles sont les aides qui lui sont le plus appropriées, parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont donc à disposition des entrepreneurs, mais c'est vrai que faire le choix et à quel moment, c'est pas non plus chose aisée de la part des administrateurs, notamment une des recommandations de Maître Éloi qu'on a eu ce matin, c'est de négocier justement avec les propriétaires les contrats de bail, avec les banquiers, voir ce qu'on peut faire, parce que de ce côté-là, malheureusement, il n'y a pas malgré que certaines politiques montent au créneau, il n'y a pas de parapluie, en tout cas, il n'y a pas vraiment d'aide juridique par rapport à ces loyers qu'on doit quand même payer, ces emprunts que les indépendants ont sur le dos. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué comme matière par rapport à ça. Oui. Voilà. À nouveau, le plus tôt possible, il ne faut pas hésiter à demander des conseils auprès de BESI, donc du Centre pour entreprises en difficulté par exemple, ou bien si vous voulez l'éventail de toutes les primes,
pas que toutes les primes, de toutes les aides disponibles, tout ce qu'on a mis en place à surfer sur le site du 18-19 avec l'éventail, voilà, pour vous donner une idée, quoi, pour vous dire ce qui est disponible. Pour la question des loyers, des baux commerciaux, c'est très compliqué et on est nous-mêmes dans une espèce d'impasse parce qu'effectivement la jurisprudence n'est pas claire. Est-ce que la force majeure, en fait, qui la supporte, hein, le locataire qui n'a pas accès à son bien de la manière dont il devrait, enfin qui ne peut pas en jouir de la manière qui est prévue, ou bien le propriétaire, voilà, qui lui non plus n'a pas demandé, qui supporte la force majeure, c'est vraiment pas clair et les décisions varient de tribunaux en tribunaux et on aura le fin mot que quand la crise sera terminée, on connaît, voilà. Mais donc on a mis en place une aide pour les baux commerciaux tenant compte de cette incertitude. Et donc c'est une aide qui permet aux locataires d'être déchargés immédiatement du paiement de loyer de 1, 2 à 8 mois. Comment ça va se passer? Il faut qu'il y ait un accord entre le bailleur et les locataires. Le bailleur, au terme de cet accord, le bailleur doit renoncer à 1, 2, 3 ou 4 mois de loyer et nous allons avancer le paiement de 1, 2, 3 ou 4 mois de loyer, c'est-à-dire qu'on va payer directement au bailleur ces mois-là. Du coup, le bailleur, il a au moins la certitude d'avoir le paiement de 1, 2, 3 ou 4 mois de loyer immédiatement. Et en fait, on fait un prêt au locataire qui nous repayera plus tard après la crise et ce prêt est un taux très très intéressant. Ça permet donc aux locataires d'être tout de suite dégagés, enfin dégager très vite du paiement jusqu'à 8 mois de loyer et aux propriétaires de récupérer aussi directement, d'être assurés d'avoir le paiement de 1 à 4 mois de loyer immédiatement. C'est ajouté à cela des mesures fédérales aussi qui permettent aux bailleurs qui renoncent au paiement de loyer d'avoir un avantage fiscal l'année prochaine. Donc là aussi, il a un double intérêt à adopter ce type de mesures. Dans l'état actuel du droit et des incertitudes, c'est ce qui nous a semblé être pertinent. Par ailleurs, c'est ce qui existait déjà en Flandre. Donc ça, cette mesure, elle est en place depuis maintenant déjà 2 mois. Et la Wallonie va nous suivre, si j'ai bien compris. D'accord, de bonnes augures alors, bonne nouvelle. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat féminin, que pensez-vous de la place de la femme dans le monde du travail? Parce qu'on sait qu'on est quand même sous-représenté dans les conseils d'administration, dans les fonctions à responsabilité, et qu'il y a toujours un écart salarial, que l'on soit ouvrière, employée, manager ou top manager. Des avancées ont été faites, en tout cas des progrès ont été faits en la matière, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Que pensez-vous de la place de la femme dans la société aujourd'hui? Donc globalement, je pense que ce qu'on sait toutes et tous, c'est trouvé particulièrement confirmé par la crise qu'on est en train de vivre. Si on prend les chiffres qui datent d'avant, effectivement, sur les femmes, je ne vais pas en citer 1000, mais effectivement, dans les femmes, par exemple, dans les conseils d'administration d'entreprises, on n'est pas à la parité. Dans certaines entreprises, on en est vraiment extrêmement loin. Mais même là où ça se passe le mieux, en moyenne, voilà, on a des taux de moyenne de 40% au mieux. Donc voilà, on n'est pas à la parité. Et dans les conseils d'entreprise, les conseils d'administration des sociétés cotées, c'est moins bon, moins bon, si j'ose dire, que les chiffres que je viens de donner. Mais globalement, avec la crise, on voit que ce genre de constats qui sont déjà pas acceptables globalement ont été exacerbés. Parce que, d'abord parce on se souvient d'il y a 1 an où on s'est retrouvés tous et toutes chez nous avec la charge de nos enfants pour celles et ceux qui ont des enfants en plus du travail, et donc une charge dans le télétravail et dans la gestion de la crise qui était plus importante pour les femmes que pour les hommes. Par ailleurs, dans les métiers qui ont pu continuer de travailler, ceux qui étaient ultra essentiels, c'était aussi énormément de femmes dans des métiers qui sont quand même pas considérés à leur juste valeur, que ce soit dans le secteur des soins ou dans le secteur du nettoyage ou dans les supermarchés, etc. Des emplois qui sont aussi souvent précaires. Et puis au niveau de l'entrepreneuriat, on s'est rendu compte aussi que
ce sont davantage de micro-entreprises qui ont été touchées par la crise, qui ont été obligées de fermer. Or, c'est plus souvent dans des micro-entreprises que l'on retrouve des femmes. Et souvent, c'était des entreprises dans des secteurs comme les secteurs liés au bien-être, aux soins personnels, le sport ou le fitness, où il y a plus de femmes. Et donc là aussi, sur les conséquences sur l'entrepreneuriat féminin de la crise, ces conséquences ont été plus importantes que pour l'entrepreneuriat masculin. Je vous donne ici quelques constats qu'on a faits. C'est pas encore scientifique, mais bon, voilà, ce sont des constats qui sont là. On a commandité une étude, c'est pour ça que je dis que c'est pas encore scientifique, mais on a commandité une étude sur l'impact de la crise sur l'entrepreneuriat féminin pour mettre en place ensuite les outils qui seront les plus appropriés et puis aussi pour en tirer les conséquences au niveau sociétal. Et donc on est pleinement conscient de ces difficultés-là. On essaye, mais comme je le disais tout à l'heure, on soutient des réseaux de femmes. Il y a d'ailleurs au sein de Hub une conseillère qui est remarquable et qui elle-même soutient les différents réseaux, elle-même en anime. Hein, il s'agit de Madame Aswood, j'imagine que certains d'entre vous la connaissent. On essaye de mettre en place, et donc pour ça j'aurais besoin de vous, c'est bien que je vous rencontre, d'essayer de mettre en avant des femmes entrepreneurs pour donner d'abord aux jeunes filles l'idée de mettre dans leur champ de possible le fait qu'un jour elles aussi devenir des entrepreneurs, et puis aussi pour montrer aux hommes que c'est possible. Au niveau de finance, on se rend compte que il y a moins de dossiers qui sont portés par des femmes qui arrivent sur les bureaux de finance. Donc, je veux dire, dans une politique passive, c'est-à-dire si finance regarde les dossiers qui lui arrivent, ce sont moins souvent des dossiers de femmes, mais que souvent les dossiers qui sont portés par des femmes ont plus de chances d'obtenir un financement que les autres. Ça, c'est le constat qu'on fait à ce stade. Mais donc, nous, il faut non seulement mieux faire connaître finance, donner des outils appropriés aussi, que ce soit dans les jurys, notamment les jurys en matière scientifique, avec mon autre compétence, plus de place aux femmes pour inciter le plus possible des femmes à soit déposer des dossiers, à se lancer dans l'entrepreneuriat ou à se lancer dans des carrières scientifiques. Parfait. Donc, le message est lancé. N'hésitez pas donc à introduire des dossiers auprès de Hub Finance Brussels. Parfait. Merci beaucoup, Madame Trax. Alors, peut-être une dernière question. Par rapport à la diversité, on en parle beaucoup. On parle de diversité, on parle d'inclusion. La diversité ne s'arrête pas au genre, l'inclusion de la femme dans la société, mais va bien au-delà, puisqu'on dit qu'une équipe multidisciplinaire est beaucoup plus performante et impacte positivement le résultat de la société, enfin de l'entreprise. Et donc, c'est important de parler de la diversité dans le sens de mode de pensée de chacun, qu'il faut tenir compte, donc effectivement, des modes de pensée de toute personne qui fait partie d'un groupe. Et donc, c'est important par rapport à cette diversité-là d'aller dans ce sens-là, de l'inclusion au sens large. Qu'en pensez-vous? Ah oui, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Pour des raisons, j'ai envie de dire, humaines, donc d'inclusion, de valeurs qui sont des valeurs humanistes, mais aussi parce que je pense que c'est dans l'intérêt d'une société globalement ou d'une entreprise en particulier. Pour reprendre un exemple peut-être un peu différent, qui est celui des médias, quand je caricature un peu, mais c'est pour illustrer mon propos de manière claire, quand on a des médias qui sont dirigés essentiellement par des hommes d'un certain âge, plutôt blancs et d'une certaine catégorie sociale, on ne peut pas couvrir l'ensemble de l'information parce qu'il y a une série d'informations auxquelles on n'a pas accès, tout simplement. Et donc, ça appauvrit le discours médiatique. Un exemple frappant, je trouve, c'est celui de l'élection d'Alexandra Ocasio-Cortez aux États-Unis. Aucun média traditionnel américain n'avait suivi sa campagne électorale parce qu'elle faisait campagne auprès d'un public différent et parce que dans si vous voulez, le mainstream médiatique de ces grands médias, des journalistes, etc., personne ne parlait à ce public-là, qui est un public très important puisqu'elle a été élue. Je veux dire, elle a touché un grand nombre de personnes. Mais donc ça montre les œillères que peut avoir un système médiatique quand il n'est
composé, ou quand il est composé en grande majorité, je vous ai dit, je caricature un peu, de personnes qui se ressemblent très fort, quelles qu'elles soient, hein, je veux dire, en l'occurrence, c'est quand même plus souvent des hommes d'un certain âge, etc. Mais c'est un appauvrissement sur le plan humain, mais aussi sur le plan de l'activité qu'on entend mettre en œuvre. Je pense que ça vaut pour des entreprises aussi, qu'elles prospectent, quand elles veulent prospecter différents publics, quand elles se demandent si un produit peut plus ou moins bien marcher. Enfin, vous connaissez ça certainement beaucoup mieux que moi, comment on fait une étude de marché sur le potentiel qu'a le produit qu'on veut mettre en place. Il faut quand même connaître un petit peu le public et la diversité à laquelle on s'adresse, et dans ce cadre-là, avoir en son sein une diversité des points de vue est un atout. Tout à fait. D'ailleurs, on se réjouit de l'élection de Kamala Harris, hein, donc ça c'est un rôle modèle pour nous aussi. Donc c'est vrai que le changement, il est là aussi avec les femmes, mais ensemble avec les hommes. Hein, donc nous sommes partenaires. Je pense que c'est ensemble qu'on fera avancer les choses. Alors dernière petite question un peu plus personnelle, Madame Trecht. Comment combinez-vous votre vie privée et professionnelle? Je pense que c'est important aux yeux de la société d'être un rôle modèle aussi, comme vous disiez, pour les jeunes filles ou nos enfants qui peuvent avoir l'idée, en tout cas, de se dire c'est possible, on va se lancer. Et donc, je pense qu'en mettant en lumière des rôles modèles, comme vous notamment, eh bien, on va motiver des jeunes filles à se dire oui, c'est possible pour moi aussi. Et donc, voilà, c'est aussi un peu le but de cette conférence aujourd'hui, de ce débat. Voilà. Oui, mais donc moi, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants. En bas âge, Elles ont bientôt 4 ans, la petite, et 7 ans, la grande. Mais donc des enfants dont je dois m'occuper. Je veux dire qu'ils ne se débrouillent pas tout seuls. Et donc pour moi, c'était une exigence de pouvoir le combiner. C'est-à-dire que je ne voulais renoncer ni à l'un ni à l'autre. C'est hors de question pour moi. Ni de dire que mes enfants vont être élevés ou que je ne vais pas les voir ou que je ne les verrai que le week-end par exemple, ni que je dois, pour voir mes enfants, renoncer à avoir une vie professionnelle qui est épanouissante pour moi. Mais donc ça ne marche que, et par ailleurs il faut dormir un certain nombre d'heures par nuit parce que sinon ça ne marche pas non plus. Et donc comment ça marche? Par des règles. Et donc, dans ces règles, il y a le fait que je les vois le matin et que je les amène à l'école un jour sur 2 et que je suis disponible pour elles entre 18h et 20h tous les soirs. C'est la règle, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Mais en principe, c'est comme ça. Entre 18h et 20h, donc je mange avec elles et je les mets au lit. Et puis le bain et tout ça. Voilà, donc c'est très enrichissant. Par ailleurs, c'est contraignant parce que donc il y a des réunions que je refuse ou des réunions où à 18h je m'en vais. Mais globalement, c'est assez bien compris. Je pense, pour être honnête, que le fait que dans le gouvernement, il y ait d'autres personnes qui ont des enfants en bas âge a été fort utile pour moi, notamment pour leur démarrage des réunions, parce que ça c'est plutôt le matin. Et puis, oui, donc c'est un petit peu contraignant à imposer, mais enfin, ça a encore été. Par ailleurs, c'est aussi un gage de stabilité sur le plan émotionnel. Je veux dire, quand on vit beaucoup de pression, comme c'est le cas pour l'instant avec la crise, le fait de parler à mes enfants le matin et le soir, ça m'aide en fait à traverser tout ça et à avoir de la normalité. Le fait d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais que les écoles aient pu rester ouvertes, qu'on n'a pas reproduit la fermeture d'école, c'est un énorme soulagement aussi, et de voir que mes filles ont une vie normale, en fait, quasi normale, qu'elles ont des relations sociales, etc., avec leurs amis, c'est très apaisant, en fait. Merci beaucoup. Tout à fait. C'est important d'avoir des repères, un certain rituel aussi pour rester ancré et se rattacher à ses valeurs. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à, je vois, Marie-Pierre Pivet qui a levé la main. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour, merci de toutes vos explications et du partage de votre expérience. Je voulais soulever un point par rapport justement à l'éducation de nos jeunes et dire que il y a des choses qui sont possibles, même pour nous, les femmes, parce que j'ai eu récemment, je vous parle d'ici d'il y a 3-4 mois, une jeune fille qui a fait une licence en mathématiques. J'ai fait une licence en mathématiques et on a l'impression qu'avec ça, on ne peut faire que l'enseignement
et que donner cours de maths, ce que je ne suis pas du tout, puisque je suis un entrepreneur aussi, je suis ce qu'on appelle data architecte, donc je me suis spécialisée dans la data, j'ai fait des spécialisations, etc. Et donc c'était marrant d'entendre ces jeunes de 22 ans qui étaient persuadés qu'elle allait faire ça, et une amie à moi lui avait conseillé de m'appeler pour dire, mais attends, on peut faire d'autres choses avec une licence en mathématiques que ça. Et je trouvais ça très étrange qu'encore, après 20 ans après que je sois sortie, alors entre parenthèses, ma maman a absolument voulu que je fasse l'agrégation parce qu'elle était persuadée que je devais être prof aussi, mais bon, je me dis, allez, c'est une autre génération, là on est en plein mouvement, etc. Donc il y a 20 ans d'ici, je peux encore concevoir que, d'ailleurs, la majorité des copines avec qui j'étais en classe ont fait l'enseignement, je suis une des rares à ne pas l'avoir fait. Mais voilà, et puis, comment je veux dire, c'était vraiment très étrange de voir que 20 ans après, 25 ans après, on est encore cette image de la jeune fille qui dit, ben oui, voilà, je vais devenir dans l'enseignement. Et je dis, mais non, tu peux faire plein d'autres choses, il y a plein d'autres choses. Et je vous avoue que j'avais contacté ma faculté à Namur pour leur dire, ben moi, si vous voulez, je peux venir expliquer aux mathématiciens qu'il y a plein d'opportunités, qu'il y a plein de choses. On en manque, en plus des data architectes, j'en cherche aussi pour moi. Et donc, je voulais aller les chercher à la source et les motiver, et leur montrer tout ça. J'ai été déçue que la faculté n'ait pas embrayé, et puis il y a eu le Covid, etc., donc ça a été compliqué. Mais est-ce que vous ne penseriez pas qu'il faut aussi peut-être faire plus de conférences et aller même dans les universités pour expliquer tout ça? Parce que c'est là aussi qu'il y a un petit peu la source. Et les jeunes commencent des études sans vraiment savoir ce qu'ils vont faire. Donc, on peut encore les influencer, les guider, les inspirer à ce moment-là. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Je pense que c'est important que... on va essayer de mettre... on ne l'a pas encore fait assez jusqu'ici, et je dois dire que la crise nous a un petit peu coupé les ailes, de mettre en avant aussi des portraits de femmes inspirantes et qui démontrent que rien n'est joué d'avance. Je pense même en fait que c'est avant même l'entrée dans l'enseignement supérieur qu'il faut déconstruire les rôles préattribués. Et aussi en fait, beaucoup de jeunes, enfin en tout cas, rentrent dans des études en ayant une idée de métier, mais en fait, les parcours de vie sont tellement... il y a tellement de choses qui se passent et tellement de redirection et de... Dans mon cabinet économie, il y a des économistes, mais pas que. Je veux dire, Marie qui est là, qui est présente là, et moi-même, on est toutes les deux juristes, et voilà, on s'occupe d'économie. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et il ne faut pas penser effectivement que parce qu'on fait des études, même par exemple des études d'instit, où en principe c'est quand même très très défini comme débouché, on se retrouve à être instit ou à être instit toute sa vie. Je pense que c'est d'ailleurs de moins en moins vrai. Les parcours sont de plus en plus diversifiés, de plus en plus inattendus qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans ou qu'ils ne l'étaient il y a 40 ou 50 ans. Enfin, moi, mes parents, ils veulent la stabilité pour leurs enfants et c'est normal. À leur époque, on s'inscrivait dans des études pour obtenir tel métier et qu'on allait exercer toute sa vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Oui. Déconstruire et mettre en avant des rôles. Je vous écoute, Béatrice. Oui, pardon, excusez-moi, je pensais que vous aviez terminé. Voilà, je me permets de rebondir et de dire que Monica Satalana, que je connais bien, est présente parmi nous. Elle fait partie elle est directrice de 100 000 entrepreneurs, je la vois ici. Et donc, effectivement, Marie-Pierre, je te mettrai en contact avec profil de femmes, d'hommes ou d'entrepreneurs pour aller parler justement aux étudiants. Donc, c'est très bien que Monica soit là aujourd'hui et que tu aies posé cette question-là. Et puis, par rapport au fait qu'effectivement, si on fait des études X ou Y, on a tel ou tel parcours, je pense qu'aussi, c'est une question de personnalité, de ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le secteur public, privé, dans la communication, dans le consulting. J'avais besoin de changer tous les 5 ans, plus ou moins, de métier. Et c'est vrai que je pense que c'est propre à chacun et c'est de part aussi l'éducation des parents. Voilà, moi j'ai une maman qui m'a toujours dit si tu veux quelque chose, va le chercher. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question d'éducation et de se dire ben voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment et c'est à nous à tout faire, en tout cas à mettre en œuvre les choses pour aller les chercher. Donc voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais si je peux dire quelque chose aussi par rapport à ça, quand vous dites des femmes inspirantes, moi je suis tout à fait d'accord, je suis en admiration devant une Angela Merkel par exemple, je trouve cette
femmes vraiment, oui, on vise haut, on est bien d'accord. Mais je trouve que c'est bien aussi de montrer à nos jeunes qu'il y a des femmes de tous les jours, et comme vous le dites, des mamans, qui aussi, parce qu'Angela Merkel, on n'imagine pas maman, mais on peut aussi être une femme avec, et spécialement aussi montrer aux garçons, aux hommes, qu'ils ont aussi leur part, parce que vous avez dit, voilà, on fixe des règles, mais je suppose que vous avez une aide, parce que jusqu'à 6 heures du soir, il faut que les petites, on s'en occupe, puisque vous êtes de 6 à 8, et que ça aussi, c'est important de montrer qu'il y a un équilibre, parce que c'est pas encore toujours aussi évident, et que bien sûr, là, on est beaucoup de femmes, mais que ce rôle-là, il y a des rôles aussi que les hommes peuvent prendre, et c'est pas gênant pour autant, et c'est pas dégradant pour autant, parce qu'il y a encore un peu cette image-là, je trouve. Voilà. Tout à fait. Et je précise qu'Angela Merkel fait ses courses au supermarché. Oui. Elle-même. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Béa, je vois Béa. Coucou. Ton micro n'est pas activé, c'est dommage. Alors, Béa, on va voir. Voilà, magnifique. Non. Bonjour Béa. On t'entend pas. Béa. C'est l'autre Béa. Voilà peut-être Monica, puisqu'elle avait également demandé de prendre la parole. Monica? Oui. Oui, Monica, bonjour. Bonjour. Je suis Monica Santalena, directrice de 5000 entrepreneurs. Justement, je voulais rebondir par rapport à ce que Madame avait dit avant. Justement, les enfants et les jeunes plutôt ont besoin des rôles modèles, surtout dans ces périodes. Et donc, nous essayons de soutenir les jeunes en organisant des témoignages d'entrepreneurs et entrepreneuses bénévoles dans l'enseignement secondaire et supérieur, justement pour pas seulement donner l'envie d'entreprendre, mais aussi pour les aiguiller pour les futurs métiers. Et donc, les rôles modèles sont très importants dans cette période. Et justement, je voulais rebondir avec Madame Tract parce que je pense que c'est important de soutenir l'entrepreneuriat féminin, mais on commence de l'école pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. C'est un travail sur le long terme, je pense, et pas seulement au moment où on crée l'entreprise, mais c'est d'abord avant. C'est une question de mentalité, c'est une question de forger les jeunes filles et garçons dans les bons sens dans ces contextes, je pense. Donc, je voulais avoir votre idée sur je sais que nous, on a eu déjà l'occasion de échanger sur ça, mais surtout en ces moments où la période en plus Covid continue et peut-être continuera malheureusement. Comment vous voyez votre vision un peu dans la relation école et entrepreneuriat dans ce sens? Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire. Toutes les deux d'ailleurs, sur le fait que c'est bien d'avoir des rôles modèles et de taper haut, je dirais pas de raison, tout le monde peut, mais aussi de donner à chacun la possibilité aussi de s'identifier à des personnes qui ont une vie qui ressemble très fort à la leur, parce que ça peut aussi les rassurer. Et donc voilà ce que fait 100 000 entrepreneurs en allant dans les écoles et en présentant aux jeunes différents profils. C'est super, c'est une super... Moi, ce que j'attends de l'école, honnêtement, c'est plus... Je trouve que l'école doit donner à chacun, et donc il y a un gros problème d'égalité dans notre enseignement, la possibilité de découvrir ses talents, et donc de s'essayer à différentes choses, et donc de découvrir quel est son talent, ce qu'on aime faire, ce que les petits garçons ou les petites filles ou les jeunes garçons, jeunes filles aiment faire, et puis avoir la confiance en soi, parce qu'en fait pour entreprendre il faut quand même avoir de la confiance en soi. C'est ça en fait que j'attends essentiellement de l'école, découvrir ses talents, avoir l'occasion d'essayer diverses choses et puis avoir la confiance en soi et un esprit critique. Et donc des initiatives comme la vôtre qui ouvrent des possibles pour les jeunes, je trouve que c'est absolument essentiel et fondamental, plus que
des capacités techniques, je veux dire des capacités ou techniques ou disciplinaires, mais des capacités techniques et disciplinaires, quand on a découvert ce qu'on aimait, qu'on a touché à différentes choses, et ben on peut mettre en œuvre, et en particulier si on aime ce qu'on fait, ça va venir. Et donc ouvrir les possibles, je trouve c'est très très important. Merci. Alors, je vois que Béa Colligny avait indiqué, je pense que tout doit commencer à l'école en primaire, oui, tout à fait, absolument, mais il y a aussi, je pense, une culture qui est quand même encore patriarcale. Il faut que les mentalités évoluent, il faut que tout ça avance, et je pense que c'est à nous à faire bouger les choses toutes ensemble, toutes les femmes qui œuvrent justement aux droits des femmes. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On peut essayer de reprendre contact avec Béa. Didier, tu ne sais pas activer les micros de Béa et Katia? Oui. Je vais voir. Ah, voilà. Non, Béa, son micro se va faire à chaque fois. Oui. Béa non plus. Bon. Alors, avant de rentrer, peut-être sortir de Live Size et revenir, et avant de rentrer, de se connecter, il faut bien activer le micro à ce moment-là, parce que si vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, il restera fermé. Tout à fait, j'ai déjà eu la blague. Voilà. Katia, le micro est ouvert, si jamais elle souhaite prendre la parole. Katia? Katia, es-tu là? Alors, Vinciane Greves. Vinciane, tu souhaites prendre la parole? Attends. Voilà. Ah, voilà, Vinciane. On parle beaucoup de l'éducation. Effectivement, l'éducation, pour moi, est véritablement le passeport pour la liberté. Donc, j'y attache une importance particulière. J'ai eu la chance, dans mon parcours de formation, d'étudier en Angleterre, donc plutôt un modèle anglo-saxon, qui est, comme on le sait, beaucoup plus basé sur la mise en pratique de la théorie plutôt que l'apprentissage de la théorie. Est-ce que ça, ce ne serait peut-être pas une piste à analyser au niveau de l'éducation en Belgique pour faire en sorte justement que nos futures entrepreneuses ou entrepreneurs puissent toucher un petit peu à plusieurs types d'activités et puissent trouver peut-être éventuellement une voie qui sera peut-être différente que s'ils sont exclusivement formés sur base d'une théorie. Oui. Moi, je suis d'accord avec vous, mais ça marche pourvu qu'il y ait suffisamment de... Il faut quand même avoir des bases au départ, et donc celles-là doivent être bien partagées par tous. Et aujourd'hui, notre enseignement ne le garantit pas à tout le monde, donc il y a encore du travail à faire. Mais après, quand on a confiance en soi et qu'on a découvert qu'on aime faire, c'est très bien, c'est mieux en fait que l'apprentissage théorique et ex cathedra qu'on connaît. D'ailleurs, je veux dire, les pédagogies actives, elles fonctionnent aussi pour la base, en fait. Hein. Je veux dire, on n'est pas obligé d'attendre le supérieur pour aller dans ce type de pédagogie et de dynamique. En ce qui me concerne, je n'ai fait donc un Erasmus à Berlin, aussi dans un enseignement qui est très différent. C'est pas tellement sur la pratique, mais beaucoup, où les étudiants sont beaucoup plus laissés à eux-mêmes, c'est-à-dire que les outils théoriques donnés par les enseignants sont beaucoup moins importants que chez nous, mais par contre, on a beaucoup plus de temps en bibliothèque, etc., on doit faire des recherches. Pour moi, c'était libérateur de ne pas voir la vérité révélée des enseignants à longueur de journée, mais d'être moi-même confrontée à ces matières et à les approfondir, etc. Donc oui, complètement. Mais donc pourvu que la base soit là et la confiance en soi, parce que sinon, on ne sait pas se diriger. Merci. Voilà, on va terminer peut-être par Béa Ercolini. Son micro est ouvert. On vous écoute, Béa. Vous m'entendez? Très bien. Oui. Ah, bonjour. Ah, c'est dur d'avoir le sifflet coupé. Hein. Bonjour Barbara Trac, bonjour à toutes et à tous. Béa. Et merci, c'est génial de pouvoir vous écouter, échanger, en plus moi en direct de ma cuisine. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à Finance Bruxelles et je me demandais si vous avez des statistiques genrées avec des idées de pourcentage du nombre de dossiers femmes, entre guillemets, qui ont été déposés et peut-être des montants prêtés et du relatif décalage. Enfin, c'est un peu intuitif, mais je pense qu'il y a un gros décalage. Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Et peut-être, si elle le veut, entendre Claire Mune par rapport à cette problématique du financement, de l'investissement féminin.
Oui. Donc, moi, je trouve qu'il faut mettre en place un féminisme financier et capitalistique, que c'est aussi important que le reste. Voilà. Complètement. Mais donc j'ai ces statistiques, je les ai, mais en fait je les ai pas sous le coude. Et donc je peux les transmettre et on peut en discuter. Il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a rien de caché. Donc c'est juste que je les ai pas juste maintenant sous le coude. Mais donc on a analysé ça notamment parce que j'ai été à plusieurs reprises interpellée par des femmes qui me demandaient tiens pourquoi voilà. Et donc on a posé la question. Ce qui nous est revenu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire moins de dossiers qui arrivent. Et donc, c'est notre responsabilité aussi que des dossiers arrivent. Je veux dire, on ne peut pas être juste passif et attendre de voir les dossiers qui viennent. Mais des dossiers qui sont souvent mieux ficelés une fois qu'ils sont déposés, ils sont meilleurs globalement. Ils ont plus de chances d'obtenir du financement que des dossiers qui sont déposés par des hommes. Ça, c'est la conclusion qu'on pouvait faire des chiffres qu'après, je peux vous transmettre dans les détails si vous le souhaitez. Après, on doit mettre en place des outils, mais donc on y réfléchit aussi évidemment avec l'IGNA, pour amener plus de femmes à déposer des dossiers, puisque quand ils sont là, ils sont meilleurs. Donc, il y a quelle bête idée de s'en priver. Je veux dire, et puis, donc, je ne constate pas, en tout cas dans les chiffres qui nous avaient été donnés, de biais de genre dans la gestion des dossiers ou dans leur évaluation. Mais c'est quand même un point de vue qu'on doit, un point d'attention qu'on doit garder à l'esprit. Et notamment à travers les jurys, les analystes. Les jurys, voilà, ouais. Voilà, mais on vous transmettra les informations précises. Et Claire, on peut écouter un petit peu Claire par rapport à... Alors, bonjour à toutes. Merci Didier. Vous m'entendez bien ? Très bien, parfait. On s'entend très bien. Voilà, super. Merci Béa pour la question. Mais donc effectivement, moi je dirige un réseau d'investisseurs privés en capital risque. Donc on est sur un segment assez particulier du financement des entreprises. Mais je rejoins le constat de Madame la Ministre. Effectivement, ce qu'on constate nous, c'est que le problème vient plutôt du manque de dossiers déposés. Parce qu'effectivement, une fois qu'ils sont déposés, on remarque chez nous qu'ils ont une tendance à être davantage financés, donc il y a un meilleur taux de conversion. Donc nous, ces 2-3 dernières années, on a à peu près un quart des dossiers qui ont été financés par nos business angels qui sont portés par des femmes entrepreneurs ou des équipes dans lesquelles il y a des femmes cofondatrices. Donc on est bien au-delà de la statistique de marché dans le capital risque qui dirait qu'il n'y a que 3% des femmes qui accèdent au financement via capital risque. Par contre, je pense, et là, il y a peut-être un rôle de la région à jouer, ou en tout cas du politique, il y a plusieurs aspects qui posent problème selon moi. Premièrement, la sensibilisation des entrepreneurs aux différentes sources de financement et à l'importance d'avoir des fonds propres pour pouvoir lever d'autres types de financement. Donc, on remarque quand même parfois que les entrepreneurs sont réticents à ouvrir leur capital parce qu'ils ne comprennent pas trop ce que ça peut impliquer. Et donc, je pense qu'il y a quand même cette idée quelque part de sensibiliser à l'importance d'avoir des fonds propres solides parce que sans quoi on ne peut pas aller chercher de financement bancaire, on ne peut pas vraiment financer sa croissance, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. De se dire que voilà, dans certaines catégories de sociétés, les business angels apportent aussi de l'accompagnement. Donc ça peut faire du sens d'aller chercher du capital pour avoir justement cette partie accompagnement. Et alors moi je sais, voilà, vous l'avez mentionné, Madame la Ministre, il y a toute cette initiative sur les femmes entrepreneurs. Donc c'est vrai que nous on a un résultat qui est intéressant, mais c'est parce que ça fait déjà plus de 8 ans qu'on fait énormément de travail pour encourager, et d'ailleurs on l'a fait avec Béa, on le fait avec Monica, on le fait avec Ecofin également, mais on essaie d'encourager les femmes à considérer le fait de lever des fonds auprès des business angels pour certaines typologies de sociétés. Mais ce qui serait vraiment super, c'est qu'on mobilise aussi les femmes pour investir dans l'économie réelle. Et ça, c'est quelque chose que nous faisons depuis 8 ans, je vais dire, avec les moyens du bord. Et on arrive à des beaux résultats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 15% de nos investisseurs qui sont des femmes, mais c'est bien insuffisant. Et on ne parle jamais de la possibilité à des femmes de devenir actionnaires de start-up, de scale-up ou de PME. Et si on veut réussir à diversifier l'entrepreneuriat et le financement de manière pérenne, il va falloir non seulement avoir davantage de femmes entrepreneurs, mais également davantage de femmes investisseurs qui diversifient une partie de leur épargne pour aider l'économie réelle. Voilà ce que je peux dire. Parfait. Merci beaucoup. Je vous avais perdu, donc je vous ai rejoint avec mon GSM. Voilà, maintenant je suis dans une autre pièce.
Mais voilà, débat très intéressant. Merci en tout cas à toutes les intervenantes pour votre partage. Donc voilà, je pense qu'il y a encore du pain sur la planche et c'est magnifique de voir que toutes ces femmes que vous êtes voilà, mettre les choses en œuvre pour avancer dans le bon sens. Voilà. Je vois qu'il est 13h11. Est-ce qu'on peut clore ici? Il y a encore une dernière question peut-être? Est-ce que tout le monde a pris la parole parce que j'ai été déconnectée un moment? Oui, pratiquement tout le monde a pris la parole. Et donc, je vais également rebondir et lancer une perche à Claire. Donc, elle est la bienvenue pour un webinaire avec nous, Ecofed Women Club, justement, pour ces fameux 15%. Et si on allait vers 20 ou 30%, why not? Voilà, ce serait une belle opportunité aussi de te présenter, de découvrir un petit peu Be Agile. Je prends la perche, mais l'objectif, ça sera 50%. Hein. Oui, je ne sais pas le dire, mais bon. C'est très bien, ça. C'est prudent en Belgique. Voilà. Hein. Voilà. Oui, et la remarque de Katia. Attention. Oui. Voilà, d'accord. Voilà. Oui, l'union fait la force. Très bien. Oui, voilà. Très bien. Merci Madame la Ministre d'être avec nous ce midi, c'était vraiment très intéressant. Merci à toi Béatrice pour cette première en tant que modératrice et nouvelle présidente du Women Club et de la FCE. Merci à vous tous également. Oui. Très heureux de vous avoir toutes revues également. Ça faisait longtemps pour certaines et donc voilà, ravi. N'hésitez pas à venir nous voir un petit peu plus souvent. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir tous comme ça, sympathiquement et toujours avec une belle banane et un beau sourire. C'est encore plus agréable pour tout le monde. Voilà. Merci à toutes en tout cas. Bel après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.